Merci Boris. Donc du coup, oui, je vais vous présenter le nouveau travail qu'on est en train de développer avec Robin et Cécile qui concerne une extension des forêts aléatoires en survie pour inclure des données répétées. Donc l'idée de cette méthodologie, c'est pour faire de la prédiction individuelle. Donc la prédiction individuelle, je vous rappelle, c'est de prédire un événement de santé pour un individu en tenant compte justement de l'information, de ces informations propres à lui. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de pouvoir quantifier le risque d'avoir cet événement pour justement notamment stratifier par exemple les patients, donc détecter les patients qui vont être à risque d'avoir la maladie et les patients qui ne vont pas être à risque d'avoir la maladie, et notamment justement pour ajuster les traitements qui pourront l'être, par exemple pour les patients qui sont à fort risque, on pourra ajuster leur traitement. Et du coup, l'idée, c'est d'être de plus en plus précis dans nos prédictions. Et ça requiert justement de plus en plus de données, et notamment des données qui peuvent être répétées dans le temps. Et l'idée, moi, de ma thèse, c'est vraiment de comment on peut implémenter ces données qui sont répétées dans le temps dans différents modèles de survie pour faire de la prédiction. Donc, ça, c'est un peu l'illustration des prédictions dynamiques quand on a un seul marqueur qui est collecté dans le temps, où on va se placer à un temps qu'on va appeler temps landmark, donc par exemple à 2 ans, et on va avoir toutes les mesures d'un individu, donc avant ce temps landmark, donc par exemple une mesure à baseline et une mesure à 1 an. Et donc l'idée, c'est de modéliser la trajectoire et la dynamique finalement de ce marqueur pour prédire par exemple la survie pour un individu donc sur un temps d'horizon donné. Et donc après, l'idée, c'est qu'on va se déplacer. Donc l'idée d'être dynamique, c'est de se déplacer dans le temps comme ceci. Et donc finalement, quand on va avoir d'autres mesures qui vont arriver, on va mettre à jour la trajectoire de notre marqueur et du coup, in fine, mettre à jour la probabilité de survie pour notre individu. Donc ça, c'est ce qui est réalisé avec un seul marqueur. Donc classiquement, quand vous faites une analyse avec un seul marqueur répété dans le temps, vous utilisez les modèles conjoints, soit par exemple des modèles à effet aléatoire partagé, donc par exemple sous R, ça va être JM-JM-Base, ou ça va être les modèles développés par Cécile, donc les modèles conjoints à classe latente via LCMM. Et on a un autre type de modélisation qui existe, qui sont les modèles landmark, qui sont moins peut-être connus, moins répandus, mais qui ont certains avantages et inconvénients. Donc, notamment, ils sont plus faciles à implémenter, notamment par des hypothèses qu'on va voir après qui sont un peu différentes, et notamment par la quantité de données qui est utilisée dans l'estimation des modèles. Mais surtout, un des problèmes, c'est qu'il peut y avoir un biais dans l'estimation de la survie. Donc, pour vous expliquer un peu la différence dans l'estimation justement de ces deux modèles, donc en modèle conjoint, d'où son nom, en fait, on va modéliser conjointement les processus longitudinaux. Donc, par exemple, ici, vous avez les trajectoires individuelles de plein de patients, par exemple, pour un marqueur. Donc, on va modéliser donc conjointement ce processus longitudinal et le temps d'événement ici. À l'inverse d'une modélisation par landmark, où on va se fixer à un temps donné, et du coup, on va estimer notre modèle uniquement sur les données qui seront disponibles jusqu'à ce temps, et uniquement pour les individus qui seront encore à risque à ce temps. Donc là, il y a vraiment une grosse différence par rapport à la modélisation conjointe, parce que du coup, vous voyez, ce n'est pas du tout la même quantité d'informations qui est utilisée, et on fait aussi on s'affranchit aussi des individus ici qui auront déjà eu l'événement, donc qui seront éventuellement à très fort risque. Et donc ça va entraîner justement un biais dans l'estimation de la survie. Un des problèmes aussi de la modélisation par landmark, c'est qu'on doit réestimer le modèle lorsqu'on veut changer de temps landmark. Donc par exemple, si on veut avoir un temps landmark ici, on va devoir réestimer puisqu'on n'a pas les mêmes quantités de données et les mêmes individus à risque. Donc voilà, donc ça c'était pour l'estimation. Et ça, c'est une illustration de ce qu'on veut faire maintenant en utilisant plein de marqueurs. Donc tout à l'heure, je vous avais montré c'était pour un seul marqueur. Maintenant, on peut imaginer qu'en fait, on a plein de marqueurs. Donc là, on en a mis 6 qui peuvent ou pas être prédicteurs justement de notre événement. Et donc l'idée, ça va être la même chose, c'est justement d'utiliser la dynamique un peu de chaque marqueur pour pouvoir prédire la probabilité d'avoir un événement ou la survie, n'importe,
pour un individu sur un temps d'horizon donné. Donc, si vous voulez faire, si vous voulez utiliser finalement un grand nombre de données longitudinales, enfin même pas beaucoup un grand nombre, mais même quelques données longitudinales, quelques marqueurs répétés dans le temps, dans les modèles que je vous ai présentés donc juste avant, les modèles conjoints, là on va avoir des problèmes computationnels qui vont apparaître. Et justement, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air du temps, là, qui est pas mal travaillé par beaucoup de personnes. Enfin, du coup, il y a beaucoup d'extensions qui ont été développées là, très récemment. Mais le problème, c'est que parmi toutes ces extensions, il y en a peu qui l'ont fait justement en faisant une modélisation dite conjointe, donc, comme ce que je vous expliquais juste avant. Donc, avant de passer vraiment à la modélisation conjointe que nous, on a développée, je vais juste faire un petit intro donc, sur ce qu'on a fait, nous, d'abord en utilisant une modélisation landmark. Donc, je vous rappelle, l'idée du landmark, c'est d'utiliser qu'une partie des données. Donc, on va estimer uniquement notre modèle sur les données qui seront collectées jusqu'au temps landmark ici, pour les individus qui seront encore à risque à ce temps landmark. Et donc, nous, ce qu'on proposait par notre approche landmark, c'est une méthodologie en 3 étapes. Donc, ce sera de modéliser donc, la dynamique de chaque marqueur au travers d'un modèle mixte. Donc, on va avoir des effets fixes donc, pour capter le niveau au niveau de la population et des effets aléatoires pour capter le niveau au niveau individuel. Et donc là, par contre, comme on est dans une approche par landmark, ce que je vous disais, c'est uniquement pour les données qui seront collectées jusqu'au temps landmark. D'accord ? Et l'idée, c'est finalement que chaque marqueur qu'on va modéliser, on va pouvoir en tirer des résumés qui vont justement résumer au mieux la dynamique et le comportement finalement du marqueur. Donc ça va être au travers des effets aléatoires du modèle mixte, et également de résumés qui vont être calculés au temps landmark. Donc, ça va être par exemple le niveau courant, la pente courante ou le cumul du marqueur jusqu'à ce temps. Donc, tous ces résumés qui vont être calculés sur chaque marqueur, on va les inclure dans un vecteur qu'on va appeler gamma i, donc propre à l'individu. Et donc, tous ces résumés, l'idée, c'est dans la 3e étape, de les utiliser en plus de covariables qu'on aura mesurées par exemple à baseline, dans des modèles de survie. Donc nous, dans ce travail, on a fait plusieurs types de modèles de survie, mais là, on va s'intéresser plus particulièrement aux forêts aléatoires en survie. Donc, dans cette partie, je vais vous faire un peu un topo de qu'est-ce que sont les forêts aléatoires, et ensuite, je vais vous montrer du coup l'extension qu'on aura faite pour inclure des données répétées. Donc, les forêts aléatoires en survie, c'est constitué de ce qu'on appelle des arbres, donc plein d'arbres. Et les arbres vont être constitués de ce qu'on appelle des nœuds. Donc, les nœuds ils vont être numérotés. Et le premier nœud, ça va ce qu'on va appeler le nœud racine, où on va avoir un sous-ensemble de notre population qui va être contenu dans ce nœud. Et donc, l'idée, en fait, c'est qu'on va vouloir finalement diviser notre population en 2 à chaque fois. Et donc, pour ça, on va tirer aléatoirement à chaque nœud un nombre de variables. Donc, par exemple, dans notre cas landmark, on va tirer aléatoirement des variables parmi nos résumés qu'on a calculés pour chaque marqueur et des covariables qui seront mesurées à baseline. Et l'idée, c'est de faire un test du log-rank en univarié donc sur chacune de ces variables et de maximiser, finalement de diviser notre population en 2 en fonction de la variable qui va maximiser au plus ce test. Donc l'idée, c'est vraiment de séparer nos individus en termes de survie. Et voilà. Donc, pour la division justement en 2 groupes, comment ça se passe? Donc, par exemple, dans un cas où on a une variable binaire, donc par exemple, ça va être les individus qui vont avoir 0, ils vont passer à gauche, les individus qui vont avoir 1, ils vont passer à droite. Dans un cas où vous avez une variable qui est multimodale, on va faire un regroupement. Donc, par exemple, ça pourra être 0, 1 ici et 2 et 3 ici. Et pour une variable qui est continue, par contre, on va tester plein de valeurs différentes. Et du coup, on va prendre la valeur justement qui maximise justement ce test.
Donc là, par exemple, on pourrait imaginer que ce soit la valeur 10, donc tous les individus qui sont supérieurs à 10 vont à gauche, et tous les individus inférieurs à 10 vont à droite. Et donc l'idée, c'est de répéter itérativement du coup, ce procédé pour d'avoir des groupes de plus en plus homogènes au sein d'un groupe, donc en termes de survie et aussi en termes de caractéristiques propres aux marqueurs et aux variables. Et les groupes vont être de plus en plus hétérogènes, hétérogènes entre eux. C'est ce qu'on va chercher justement. Et donc ce procédé, on va le répéter tant qu'on a un nombre d'événements minimal dans chaque nœud. Et donc, quand on ne pourra plus finalement rediviser notre population encore en deux, donc ces nœuds qu'on va appeler nœuds terminaux, on les appelle en fait feuilles. Et du coup, on va pouvoir calculer la fonction de risque cumulée, donc on va estimer par Nelson-Allen, donc en utilisant tous les individus qui seront contenus dans cette feuille. Donc ça, c'était pour un arbre. Et du coup, l'idée de la forêt, c'est de faire plein d'arbres, en fait. Donc on va en faire des centaines. Et donc, ils vont se différencier sur plusieurs choses. Donc, notamment, comme je vous disais, au premier nœud, vous allez avoir un sous-ensemble de votre population. Donc, en fait, le sous-ensemble, il va être tiré par bootstrap. Donc, ça veut dire que déjà, dès ce premier nœud, vos arbres ils vont être différents puisque le bootstrap va forcément vous amener un tirage différent de vos individus. Ensuite, vous avez toujours l'étape de variables qu'on va tirer aléatoirement pour diviser notre population en deux. Donc là, c'est pareil, qui vont être différentes à chaque arbre. Et finalement, l'un après l'autre, la structure de vos arbres vont être complètement différentes. Donc, on va vraiment avoir des arbres vraiment indépendants les uns par rapport aux autres. Et donc, l'idée, c'est de calculer du coup la fonction de risque cumulée donc, pour un individu, mais cette fois-ci en prenant en compte l'intégralité des arbres. Donc pour ça, ce sera finalement une moyenne des fonctions de risque cumulées obtenues au sein de chaque arbre. Donc par exemple, pour un individu, on pourra imaginer qu'il tombe dans ce nœud 4. Et par exemple, pour un autre arbre, du coup, comme on aura une autre structure, il tombera dans un autre nœud. Et du coup, on fera la moyenne sur toutes ces courbes. Donc voilà, donc c'était là une intro donc vraiment aux forêts, donc comment on les utilisait en approche landmark. Et donc là, je vais vous parler maintenant de comment on a modifié du coup les forêts pour prendre en compte justement directement les marqueurs qui sont répétés dans une approche conjointe. Donc, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on tirait aléatoirement des variables parmi nos résumés et nos covariables, ici. Ça, c'était en approche landmark. Donc finalement, nos variables qui sont finalement indépendantes du temps puisqu'elles sont calculées à un temps précis au temps landmark. Donc nous, ce qu'on aimerait faire et ce qu'on a fait, c'est que finalement, on tire nos variables parmi directement les marqueurs qui sont mesurés au cours du temps et les covariables. Donc ensuite, vous avez cette étape donc, de test du log-rank univarié. Sauf que là, le problème, c'est que vous ne pouvez pas le faire, en fait, puisque si vous avez une variable qui est répétée au cours du temps, vous n'allez pas pouvoir faire le test du log-rank comme ça. Donc, on propose, nous, deux étapes intermédiaires. Donc, ça va être de faire un modèle mixte, du coup, sur les marqueurs qu'on aura tirés à cette étape, et d'utiliser les effets aléatoires comme variables potentiellement pour diviser notre population en deux. Et donc ensuite, comme tout à l'heure, on va faire le test univarié du log-rank. Donc ça va être soit finalement maintenant sur les effets aléatoires de nos marqueurs, ou soit sur les covariables selon ce qui a été tiré à cette étape comme variable. Et on va maximiser comme toujours sur le test du log-rank. Donc par exemple, ce qui pourrait changer, c'est que par exemple, au nœud 1, on pourrait imaginer que finalement, maintenant, on va diviser notre population en deux sur le premier effet aléatoire de notre première variable, par exemple. Et donc, tous les individus qui ont un effet aléatoire supérieur à 1, ils passeront à gauche, et tous nos individus qui ont un effet aléatoire inférieur à 1, ils passeront à droite. Donc, en termes de modélisation des marqueurs, donc, ce qui va changer, c'est qu'avant, dans une approche où on était landmark, donc on avait un modèle mixte et du coup, on ne prenait pas en compte toute l'information. Comme je vous disais, on prenait en compte que les mesures qui étaient répétées jusqu'au temps landmark. Et donc là, maintenant,
on est dans une approche conjointe où on va utiliser du coup l'intégralité cette fois-ci de l'information, sauf que ces modèles mixtes, on va devoir les répéter donc à chaque nœud et à chaque arbre du coup, à chaque arbre de notre forêt. Donc là, forcément, donc vous allez me dire, bon, bah, ok, vous faites plein de modèles mixtes, donc ça risque d'être très long. Donc oui, forcément, ça va être long, mais du coup, on va pouvoir diminuer les temps de calcul par deux moyens. Donc un moyen qui est un peu, qui est sous-jacent du coup, de la forêt, c'est que finalement, quand vous allez splitter votre population en deux à chaque fois, vous allez en fait, plus vous allez aller, plus votre forêt va être, plus votre arbre va être profond, moins vous allez avoir d'individus finalement. Donc finalement, in fine, les modèles mixtes vont aller de plus en plus vite puisque vous allez avoir de moins en moins d'individus. Et deuxième chose, ça c'est plus une petite astuce où on va finalement quand on va tirer un marqueur à un nœud, donc on va devoir faire un modèle mixte et finalement on va se dire bah, peut-être que finalement ce modèle mixte on l'a déjà fait à un nœud précédent. Donc si oui, on va finalement utiliser les paramètres qu'on a estimés de ce modèle mixte précédent comme valeur initiale, du coup ce qui va nous permettre à l'algorithme du coup de converger plus vite et du coup de gagner en temps de calcul. Donc voilà, donc ça c'était la méthodologie pour l'estimation de la méthode. Maintenant on va passer vraiment à ce qui nous intéresse, donc ça va être les prédictions dynamiques. Et donc ce qui nous intéresse, c'est pour un nouvel individu, on va vouloir calculer la probabilité d'avoir l'événement entre S et S plus W, sachant qu'il est encore à risque du coup en S. Et compte tenu de ces informations répétées, donc ces marqueurs qui vont être collectés jusqu'en S, et des covariables X mesurées à baseline, par exemple. Donc, du coup, cette probabilité, on peut l'estimer comme ceci, où on va avoir la probabilité qui va être F en S plus W moins F en S divisé par la survie en S. Et donc, comment on obtient ce F, donc la probabilité d'avoir l'événement? En fait, donc, la probabilité d'événement, donc, je vous rappelle, c'est l'exponentielle de moins la fonction de risque cumulé. Et du coup, précédemment, je vous avais dit que la fonction de risque cumulée, en fait, c'est une moyenne des fonctions de risque qu'on obtient à chaque arbre. Donc l'idée, pour un nouvel individu, c'est comment justement on va obtenir cette fonction de risque cumulée à chaque arbre. En fait, on va faire tomber, entre guillemets, notre individu dans l'arbre, et on va voir comment il se répartit en fonction de chaque variable. Donc, par exemple, notre individu, on le fait tomber. Première variable, c'est un effet aléatoire sur le premier marqueur. OK, bon, on va le calculer. Par exemple, il est supérieur à 1, bon, bah, il va aller dans le nœud 2. Ensuite, on va regarder la troisième variable. Il a une modalité 3. OK, bon, il va passer au nœud 5. Et ensuite, on va regarder la variable numéro 2. Il a par exemple 1, 0. Il va passer au nœud 10. Et du coup, on va lui affecter du coup, cette fonction de risque cumulée, puisqu'il va tomber dans cette feuille. Donc ça, c'est nos prédictions. Et on va vouloir évaluer nos prédictions. Donc ça, on va le faire donc pour chaque individu de notre forêt en utilisant uniquement les arbres qu'on va dire O, B. Donc, je vous rappelle, pour chaque arbre, il y a ce qu'on appelle l'étape de bootstrap au début. Et donc, il y a une partie finalement des individus qui ne vont pas être utilisés pour la construction de l'arbre. Donc, finalement, on va utiliser ces arbres où ils ne vont pas contribuer à l'estimation pour pouvoir définir une erreur en termes de prédiction. Donc, on a défini l'integrate Breyer score, donc, qui est défini pour un individu comme une intégrale de la moyenne des Breyer scores sur les arbres où notre individu est justement à hauteur bag, OB. Et notre Breyer score, donc du coup, je vous rappelle qu'est-ce que c'est. Le Breyer score, c'est la moyenne au carré de en fait, d'une indicatrice donc d'avoir l'événement ou pas en T, enfin jusqu'à T, et moins du coup la probabilité d'avoir l'événement sachant ses caractéristiques. Et donc cette différence au carré elle va être pondérée donc, par IPCW, donc
l'IPCW, c'est des poids qui vont nous permettre de prendre en compte le fait que nos individus peuvent être censurés. Et donc ça, c'est pour un individu. Et donc ensuite, pour avoir l'erreur globale donc, de la forêt, on va moyenner finalement sur l'ensemble de nos individus cette erreur. Voilà ce qui va nous donner l'erreur globale. Et du coup, le but, ça va être vraiment d'optimiser la forêt pour minimiser cette erreur. Et donc ça, on va le faire en optimisant notamment deux critères, deux paramètres qui sont essentiels, notamment un, donc, qui est mtry, donc on va appeler mtry, donc ça va être le nombre de prédicteurs qui vont être tirés à chaque nœud. Donc ça qui va un peu finalement contrôler le niveau d'aléatoire dans la forêt. Et on a un autre paramètre qu'on va appeler le node size, qui va être le nombre d'événements minimum dans chaque feuille. Et donc ça va un peu contrôler finalement à quel point votre arbre il va être profond ou pas. Et ensuite, donc, ce qu'on aimerait bien faire aussi, c'est pouvoir quantifier du coup comment les variables vont être associées à notre événement. Donc, dans les forêts, ce n'est pas aussi simple que, par exemple, un modèle de Cox où finalement vous allez juste regarder les bêtas, les paramètres associés. Donc là, on propose, il y a deux mesures vraiment qui sont utilisées, surtout une. Donc, ce qu'on appelle le VIMP, donc pour les variables d'importance, qui va calculer à peu près le gain moyen ou la perte moyenne en termes d'erreurs de prédiction quand on va comparer une forêt classique, celle qu'on va faire, avec une forêt où on va finalement, la variable sur laquelle on va vouloir mesurer ce VIMP, on va la permuter justement pour casser en fait l'éventuel lien qui pourra avoir, l'éventuelle association qu'il pourra avoir avec le temps d'événement. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de comparer une forêt normale avec une forêt un peu déstructurée, on va dire, pour mesurer cette force d'association. Et on a une deuxième mesure qu'on propose, qui est beaucoup moins utilisée, mais que je trouve personnellement très intéressante, qui est le minimal death, qui en fait, ça va être à quel moment vous retrouvez votre variable dans l'arbre, ou plus tôt. Donc par exemple, notre premier effet aléatoire de notre premier marqueur, on le retrouve au plus tôt au nœud 1. Notre troisième variable, on le retrouve au plus tôt au nœud 2. Notre deuxième variable, on la retrouve au plus tôt au nœud 5. Et donc, du coup, ça va nous donner finalement un espèce de résumé de comment les arbres, finalement, ils sont construits, comment les variables, elles sont impliquées justement dans la construction des différents arbres. Et donc, après, on va pouvoir avoir une sorte de distribution finalement sur l'ensemble des arbres. Donc voilà, donc ça c'était la méthodologie donc, globale donc, des forêts, de l'extension qu'on propose. Donc maintenant, je vous propose l'application qu'on a réalisée donc, de ce travail donc, dans le cadre de la prédiction du vasospasme. Donc le vasospasme, qu'est-ce que c'est? C'est donc ici, vous avez une petite illustration, vous avez un vaisseau sanguin ici qui est normal, et ici, vous avez un vaisseau sanguin où vous avez un vasospasme. Donc, le vasospasme, ça va être une constriction du vaisseau, et donc qui va empêcher finalement la coagulation, la bonne coagulation du sang dans le vaisseau, et ça peut entraîner donc, de graves complications, notamment ça peut entraîner une nécrose des tissus. Et donc, le vasospasme, c'est une des conséquences de l'hémorragie subarachnoïdienne. Et ça, on va l'appeler justement le vasospasme cérébral dans ce cas-là. Et donc, ce vasospasme cérébral, il intervient en moyenne entre 4 et 12 jours après notre hémorragie. Et il n'y a pas beaucoup de littérature quant à ce qui pourrait être prédicteur justement de ce vasospasme. Et du coup, cette illustration, on était intéressé justement par deux choses sur cette maladie. Donc, c'était construire un modèle de prédiction, donc notamment pour stratifier les patients, donc détecter les patients qui sont en fort risque d'avoir un vasospasme.
Et dans un deuxième temps, définir justement quels prédicteurs peuvent être associés justement au vasospasme cérébral. Donc, pour ça, on a des données qui nous étaient fournies par Hugues de Courson, donc je remercie. Donc, ces données, donc le temps zéro, ça va être votre temps où votre individu va avoir un événement, enfin l'hémorragie. Et du coup, après un petit temps, ils vont être admis en service de neuroréanimation où ils vont être suivis et monitorés pendant 14 jours. Donc, on va avoir beaucoup de mesures qui vont être répétées, notamment des mesures biologiques. Et donc, pendant ces 14 jours, bon, soit ils peuvent avoir un vasospasme ou pas, et très peu d'entre eux même vont décéder. Et du coup, on a en tout 194 sujets, donc on a 50 événements de vasospasme. On a des variables qui sont mesurées à baseline, donc ça va être par exemple l'âge, le sexe, le statut tabagique, le WFNS, pardon, qui mesure la gravité de l'hémorragie, le score de Fisher qui va mesurer le sang détecté au scanner. Et vous allez avoir 4 marqueurs qui sont collectés au cours du temps, donc la température corporelle, la pression artérielle moyenne, la natrémie, la glycémie. Et donc, en fait, ils ont été monitorés pendant 14 jours au maximum, et toutes les heures. Et en fait, du coup, vous pouvez voir que ça, c'est le nombre de mesures en moyenne par individu. Donc, on a énormément de mesures par individu. Donc, j'ai essayé de les représenter, même si ça ne va pas forcément beaucoup se voir via ces trajectoires, donc pour 50 sujets tirés aléatoirement. Donc, globalement, ce qu'on peut voir, c'est que, bon, j'ai essayé de stratifier selon si on avait l'événement ou pas. On voit qu'il y a légèrement en fait, on est légèrement plus haut à peu près dans chaque marqueur quand on a l'événement. Et on peut voir que bon, les trajectoires sont plutôt, c'est plutôt des coups pas trop linéaires, hormis la pression artérielle moyenne. Et du coup, compte tenu donc, de ces trajectoires et surtout du nombre de données répétées, on a décidé du coup de partir sur une modélisation avec des spins donc à 2 nœuds internes pour modéliser au mieux du coup ce type de trajectoire. Au niveau du Kaplan-Meier pour la survie, donc en fait ça se joue beaucoup autour de 10 jours, comme vous le voyez en fait, où on a beaucoup d'individus finalement qui vont avoir qui ont eu le vasospasme donc autour de 10 jours, donc c'est un peu ce qu'on avait vu dans la littérature. Et après, bon, faudra que je le censure, mais après ça peut aller loin. Donc voilà, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est des résultats qui sont préliminaires, parce que c'est quelque chose qui est vraiment encore récent, donc il y a encore du travail sur cette application, mais on voulait vous montrer déjà ce qu'on avait. Donc on avait fait tourner du coup la forêt que je vous ai présentée juste avant avec 200 arbres, donc avec 4, c'est le nombre de variables qui, je vous rappelle, qui est tiré aléatoirement à chaque nœud, et notre size, c'est le nombre de nœuds d'événements minimum dans chaque forêt. Et donc ça, c'est la mesure du VIMP, où plus vous avez une valeur qui est élevée, plus votre variable est normalement prédicteur de votre événement. Donc là, ce qu'on retrouve avec ce type de représentation, c'est qu'on a 4 variables finalement qui ressortent, surtout donc, ce qui va être la température corporelle, la pression artérielle moyenne, donc ça, c'est 2 variables qui sont collectées au cours du temps, et 2 covariables mesurées à baseline qui va être le WFNS, donc je vous rappelle c'est le score de gravité de l'hémorragie, et l'hydrocéphalus qui correspond à du liquide, beaucoup de liquide céphalorachidien. Donc voilà, donc ça c'est une des représentations qu'on peut faire. Une deuxième qu'on propose, c'est en utilisant le minimal DES, donc ce que je vous disais. Donc, comme on utilise ce graphique, puisqu'il est un peu plus compliqué, on va dire, donc pour chaque marqueur, on l'a décomposé en fonction des effets aléatoires. Donc, vous avez 4 effets aléatoires par marqueur, puisque vous avez l'effet aléatoire à baseline et ensuite 3 effets aléatoires qui correspondent au spleen.
Et l'idée, c'est du coup de voir avec le minimal des à quel moment de l'arbre vous avez retrouvé cette variable. Donc les boxplots, en fait, ils représentent du coup la distribution de ces, justement, à chaque fois, en fait, quand est-ce que vous l'avez retrouvé dans l'arbre. Et les nombres ici, c'est sur combien d'arbres, finalement, vous l'avez trouvé. Donc, par exemple, le premier effet aléatoire de la température corporelle, on l'a retrouvé dans 32 arbres parmi nos 200, distribués selon ce boxplot. Donc, en fait, c'est pas mal, je trouve, cette représentation est pas mal, puisque là, on est vraiment au niveau des résumés, au niveau des effets aléatoires. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Après, là, c'est quand même compliqué d'interpréter ça parce que on a des splines, on a une modélisation avec des splines, donc ça aide pas forcément à analyser le problème. Du coup, on propose une autre représentation. Donc là, c'est la même représentation qu'avant, mais cette fois-ci au niveau directement du marqueur. Donc tous les marqueurs, tous les résumés que je vous ai montrés donc là juste avant, on les a, je ne sais plus comment on dit, mais on les a agrégés entre eux, on les a agrégés au sein d'un même marqueur. Et donc là, par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, on a rencontré 175 fois parmi les 200 au moins un des résumés qui correspond à la température corporelle. Et donc là, on peut peut-être un peu mieux interpréter. Au moins, on voit en tout cas que qu'on retrouve très tôt dans la construction des arbres l'hydrocéphalus, le score WFNS, et en termes de marqueurs, on retrouve pas mal du coup la natrémie et la température corporelle. Donc voilà, donc je trouve que c'est une autre représentation qui est assez sympa pour voir un peu comment se sont comportés les arbres et votre forêt. Donc, pour l'instant, c'est tout ce qu'on... on a encore pas mal de travail du coup sur cette application. Donc, notamment, vous avez vu, en fait, on a des données qui sont vraiment... on a des individus qui sont censurés très loin et du coup, on aimerait bien censurer finalement à 20 jours peut-être et refaire cette méthodologie en censurant à 20 jours. On voudrait voir aussi en paramétrant bien comme il faut le mtry parce qu'on a vu que c'est quand même un paramètre qui est important puisque là, en fait, moi, je l'ai pris par défaut, donc qui était à 4. Mais voilà, je pense c'est sûr, il a besoin d'être optimisé avant de lancer la méthode. Et ce qui nous reste aussi à faire, c'est notamment en termes de prédiction, donc d'évaluer nos prédictions, donc en faisant une cross-validation par exemple, et éventuellement comparer nos prédictions en termes par exemple de Brier score ou d'AUC par rapport à un Cox par exemple, en utilisant les marqueurs par exemple qu'on pourrait mesurer à baseline. Et ce qu'on pourrait faire d'un point de vue aussi exploratoire, c'est que donc là, on n'a utilisé que 4 marqueurs, donc ce n'est pas beaucoup, mais en fait, dans la base de données, on en a beaucoup, beaucoup plus. Donc, il faudrait voir si on ne peut pas incorporer plus de marqueurs, peut-être, mais au prix d'avoir moins de patients, puisqu'on a des données manquantes. Donc voilà, beaucoup de perspectives. Donc ensuite, pour finir, je vous propose donc quelques simulations. C'est pareil, c'est tout nouveau, c'est un début. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est surtout dans le cadre de petites dimensions, où on a justement un ou deux marqueurs, où notre méthode, finalement, est-ce qu'elle pourrait être déjà une alternative crédible du coup au modèle conjoint, donc notamment des packages de JM. Donc pour ça, on a fait des petites simus, donc 250 sujets pour les données tests et d'apprentissage. Et du coup, on a constitué donc 2 variables, marqueurs répétés et 2 covariables. Et donc, on a simulé selon un modèle conjoint, donc où nos marqueurs ils sont simulés selon des trajectoires linéaires, donc à l'aide d'un modèle mixte. Et notre temps d'événement, on l'a simulé par un modèle de Cox en utilisant l'intercept aléatoire du premier marqueur. Donc ça, c'est les trajectoires donc, simulées. Donc on peut voir là, justement, sur ce graphique, en stratifiant du coup sur l'événement, qu'on voit bien que du coup, c'est bien l'intercept aléatoire
qui joue sur notre événement, puisqu'on voit on a une grosse différence là par rapport à l'intercept, alors que pour le marqueur 2, on voit que c'est la même chose que ceux qui ont l'événement ou pas. Pareil, au niveau du Kaplan Meier, on voit du coup que selon, donc là j'ai stratifié en fonction des quartiles justement de l'intercept aléatoire du premier marqueur. Et du coup, on voit que ceux qui ont une déviance à baseline qui est très faible, ils ont une probabilité de survie qui est beaucoup plus forte par rapport aux autres. Et à l'inverse, ceux qui ont une déviance individuelle qui est très forte à baseline, leur probabilité de survie va chuter très rapidement. Et donc, on a comparé notre méthode qui s'appelle DinForest. On l'a comparé à JM, du coup, au Joint Model, en se mettant à 4 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on a utilisé les données jusqu'à 4 ans sur les individus qui sont encore à risque à 4 ans. Et on a calculé nos probabilités à 5 ans ici, 6 ans et 7 ans. Donc, on a DinForest. Alors, 1, 2, 3, 4, ça correspond au M-try qu'on a fait varier, donc le nombre de variables qui sont tirées aléatoires à chaque nœud. Donc, voilà, 1, 2, 3, 4. Et JM ici, qui est avec l'intercept aléatoire, la slope aléatoire ou l'intercept plus slope aléatoire. Donc, en termes de Breyer score, ce qu'on peut voir, donc déjà, juste en comparant les DinForest entre elles, on peut voir justement que le paramètre de M-try, il est quand même essentiel, puisqu'on voit notamment qu'avec un M-try à 1 et à 2, on a vraiment des prédictions qui sont vraiment plus mauvaises qu'avec des M-try à 3 et 4. Donc, d'où justement l'importance d'optimiser vraiment ce paramètre. Et quand on compare du coup à JM, donc là on est vraiment dans un cas où JM est bien spécifié, donc un cas qui l'avantage. On n'est pas trop mal, on est quasiment à l'identique en termes de Breyer score. Donc comparé au JM avec Intercept, qui est vraiment bien spécifié là. Et c'est la même chose ici, on a fait la même chose mais avec la UC. Voilà, où on a DinForest avec 3 et 4 qui sont très très proches du joint model avec intercept aléatoire. Donc, je vais finir cette présentation maintenant. Donc là, on a développé du coup une nouvelle méthode pour des prédictions individuelles, donc en utilisant des multiples données répétées dans le temps. Donc, l'avantage, là, c'est que vraiment qu'on est dans une approche par modélisation conjointe. Donc, on va utiliser vraiment l'intégralité de l'information disponible. Donc, au contraire, justement, d'une approche par landmark que je vous ai présentée au début. Là, je vous ai présenté uniquement avec un seul événement, mais en fait, ça marche très bien aussi avec des multiples événements, donc des événements compétitifs. On va juste, il y a plusieurs ajustements, mais notamment, ça va être sur le test, puisqu'on ne va pas faire un test du log rank, mais un test de find and grey. Et là, ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt la survie, mais en fait, ça marche aussi avec d'autres outcomes. Donc, par exemple, si vous avez un outcome qui est continu, binaire ou qui est répété, ça marche également. Donc, pour l'instant, c'est en développement. C'est moi sur mon GitHub. S'il y en a qui sont intéressés, sur mon GitHub, donc sous le package DinForest. Et donc, par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est, comme je vous disais, les paramètres qui sont optimisés, donc notamment ce fameux M-try, qui est important, comme on a vu en simulation. Et ce qui est important aussi, qui peut vraiment gagner du temps, c'est d'utiliser des valeurs initiales pour lancer finalement la méthode. Donc en faisant a priori, par exemple, des modèles mixtes sur les marqueurs, pour obtenir justement ces valeurs initiales. Et donc dans le futur, il nous reste pas mal de choses à faire. Donc outre ce qu'il nous reste à faire pour le vasospasme, on a des simulations encore à faire, donc pas mal, notamment aussi dans le cadre de plus grande dimension. Donc on va utiliser un plus grand nombre de marqueurs. Et aussi un truc qu'on aimerait bien faire, mais qui est
en l'état actuel qui est très compliqué, c'est on aimerait utiliser en plus des effets aléatoires, des résumés qui vont permettre de mesurer la variabilité des mesures. Donc ça peut se faire au travers des location scale models. Donc ça pourrait être vraiment super pour justement, notamment dans le cadre du vasospace, où on a énormément de mesures. Mais actuellement, le seul outil qui est vraiment disponible, c'est en Fortran. Et pour l'instant, c'est un peu compliqué de l'intégrer sous R. Donc, c'est pas possible. Et juste pour finir, j'aimerais remercier du coup donc Hugues de Courson pour les données pour le vasospace. Et Louis Capitaine qui m'a donné donc, la structure de code R pour les fois aléatoires. Voilà, merci. Merci Anthony pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai quelques questions, peut-être le temps. Oh, bah, vas-y Louis, vas-y, très bien. J'aurais une petite question. Tu as parlé des données manquantes à un moment. Tu as dit que tu ne pouvais pas inclure certaines covariables. Comment tu prévois gérer les données manquantes en interne dans ton code ou pas? Tu as des choses de prévues? Alors, pour l'instant, les données manquantes, enfin, les individus qui ont des données manquantes, je les exclus. Alors là, c'est vrai que c'est pas top. Alors, moi, je sais que j'ai vu que dans les genre Random Forest SRC, donc qui est le package qui permet de faire des forêts en survie, mais uniquement avec des covariables, eux, ils le gèrent dedans. Enfin, je pense qu'ils font de l'imputation. Okay. Pour l'instant, j'ai pas prévu ça, mais c'est vrai que par exemple, pour l'application du vasospace, où on a des variables, où on a beaucoup de données manquantes, c'est vrai qu'il faudrait peut-être trouver un moyen pour pouvoir imputer ces variables, parce que c'est vrai que c'est un peu facile là c'est vrai que là, on peut perdre beaucoup d'individus si on a des données manquantes. Donc là, pour l'instant, c'est vrai qu'on s'en est... Enfin, pour l'instant, j'y avais pas trop pensé jusqu'à, c'est vrai, justement, l'application où là, je me suis vraiment... j'ai été confronté justement à un grand nombre de données manquantes. Donc, ouais, c'est vrai que par la suite, il faudra peut-être penser à ça. Pas de souci, tu vas trouver. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, j'ai des petites questions, si tu veux. Donc, un truc qui m'a intéressé, c'est quand tu as parlé là, du temps de calcul, c'était une question que j'avais en disant s'ils font un modèle mix à chaque nœud avec en plus un calcul de BLUP, ça va être long. Et du coup, tu dis que en fait, oui, c'est un peu long, mais qu'en fait, ça va. Notamment parce qu'au fur et à mesure que tu descends dans les arbres, tu as de moins en moins d'individus. Ouais. Et du coup, je me demandais si ça posait pas un autre problème, en fait, auquel je n'avais pas pensé au début, qui est que quand tu fais un modèle mixte, tu as j'imagine, que vous faites avec des effets aléatoires gaussiens, et donc que tu as potentiellement que tu as une hypothèse gaussienne sur tes effets aléatoires, et que si tu n'as pas beaucoup d'individus, potentiellement, cette hypothèse, elle peut être un petit peu mise à mal. Et ouais. Comment est-ce que est-ce que tu as réfléchi à ça et comment? Alors, je pense que du coup, c'est vrai que ça peut être anticipé justement en contrôlant. On peut le contrôler du coup en utilisant l'autre. Ce que je l'appelle tout le node size. Donc, le node size qui va contrôler finalement le nombre en fait, le node size, ça va contrôler surtout le nombre d'événements à chaque feuille. Mais implicitement, du coup, ça va aussi conditionner le nombre d'individus. Donc, c'est vrai que c'est vrai qu'on peut avoir un problème de normalité puisque plus on va descendre dans l'arbre, après, on va avoir très, très peu d'individus. C'est vrai qu'on n'a pas réfléchi trop encore à ce problème. Ouais. Donc, ouais, je pense que c'est quelque chose qui vaut le coup peut-être d'être approfondi, de regarder un petit peu en simu comment ça se comporte quand tu contrôles bien. Parce que après, tu peux quand même avoir, c'est pas parce que tu as peu d'individus que tu n'as pas nécessairement la normalité, mais tu as quand même cette hypothèse. Donc, à mon avis, il vaut le coup d'être explicité dans ce cas-là. Et puis, tu as des problèmes d'instabilité numérique quand tu n'as pas beaucoup d'individus et que tu fais tes estimations. Donc, c'est un point auquel j'ai pensé. Et alors, sur ta slide 20,
c'est aller un peu trop vite pour moi, en fait, quand tu t'expliques comment tu fais les prédictions. Et il y a quelque chose où je voulais te demander aussi, c'est, en fait, est-ce qu'avec vos modèles, vous pouvez faire des prédictions de survie en dehors des temps que vous observez? Parce que c'est des problèmes qu'on peut avoir sur les forêts aléatoires classiques. Alors, alors, alors oui, c'est vrai que en fait, c'est vrai qu'à chaque feuille, on va calculer la fonction de risque cumulé, mais c'est vrai qu'elle va être calculée uniquement sur les temps, enfin, sur le range en fait de temps de tous nos individus. Donc c'est vrai que si tu as un individu finalement quand tu vas vouloir prédire avec un individu qui est en dehors de ce temps, ouais, je ne sais pas trop comment, je suis pas sûr qu'on va pouvoir. Faut que je vois. C'est vrai que pour l'instant, je l'ai pas. Enfin, comme on va faire que de la cross-validation pour l'instant, donc on n'a pas forcément ce problème. Mais Bah, potentiellement, enfin, ça dépend comment est ton échantillon de validation, mais potentiellement, il peut être out of range par rapport à ton échantillon d'apprentissage. oui, Hein, même. de toute façon, oui, même en cross-validation, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'était une bonne question. Ça peut peut-être expliquer un petit peu aussi, parce que quand tu montes là dans tes simules, tes performances, effectivement, on a l'impression que tu arrives à te rapprocher du gold standard là, qui serait JM avec intercept et slope, mais on a quand même peut-être l'impression que JM est encore un peu meilleur et peut-être c'est des histoires comme ça en fait de quand tu es dans de la out of bag, mais que en fait ton échantillon est un peu extrême par rapport, enfin ton observation est un peu extrême. Peut-être c'est ça qui peut expliquer que en moyenne, voilà, tu as l'air d'être un tout petit peu au-dessus. Enfin, c'est pas flagrant, mais Non, je pense mais que c'est un point important. Ouais. de toute façon, en simulation, on a encore beaucoup de choses à faire. Enfin, donc c'est vrai que c'est une bonne remarque. Donc je pense qu'il faudra qu'on tienne en compte pour les simulations. Et du coup, tu voulais que je réexplique aussi comment on obtient la probabilité, c'était ça? Enfin, où il y a quelque chose. Non, mais en fait, du coup, je pense que j'ai compris, mais je me disais que ça se trouve, j'avais loupé un truc et que ma question n'avait pas lieu d'être, mais en fait, Si, ça a l'air d'être pertinent. toujours les lettres. Ben voilà, moi, c'était ça les grandes questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si Robin et Cécile, vous voulez faire un commentaire. Bah, je sais pas. Pour l'hypothèse de normalité, en fait, on va pas se retrouver forcément. C'est vrai, hein, c'est vrai. Après, je pense que je suis assez confiante dans les modèles mixtes pour donner des prédictions, des blocs qui soient pas trop à côté de la plaque. Et puis, on s'arrête. Enfin, on sera sur une dizaine de sujets. Enfin, on ne sera pas sur 2-3 sujets non plus. Ça va. Bon, à voir. Ça peut être vu. Et effectivement, les prédictions hors range, c'est plutôt pour l'évolution que ça m'embêterait que pour la survie. Mais effectivement, c'est un truc on pourra regarder. Et puis les données manquantes, après, c'est des données manquantes, c'est des sujets qui n'ont aucune donnée manquante, parce que les modèles mixtes, leur avantage, c'est que justement, dès que tu as une donnée, tu prends en compte cette info. Donc, les données manquantes, c'est pas. C'est vrai qu'il faudra. Enfin, on pourra voir, mais moi, je laisserais bien aux autres à faire ça. Je laisserais bien sur notre méthode à nous, puis laisser aux autres le boulot pour l'imputation. Mais j'aimerais bien savoir si Hugues est encore là, ce qu'il en pense déjà des premiers résultats. J'écoute attentivement. J'écoute. Parce qu'on ne t'a pas montré ces résultats, en fait, c'est très, très préliminaire. Hein, mais, Ah ouais. Oui, et Boris, pour modèle conjoint, là, qu'on s'en rapproche, mais qu'on n'y arrive pas exactement, il est bien spécifié. Hein, donc, on ne s'attend pas à faire mieux que modèle bien spécifié. Nous, on voulait juste dire qu'on n'était pas trop mauvais par rapport à ce modèle-là, qui, lui, est nickel, quoi. Tu vois, c'était plutôt ça notre idée. Et on est hyper compétitif. Par contre, même, tu vois, on est un peu meilleur. C'est un peu embêtant pour le Ouais, enfin, en fait, ce que je voulais dire, c'est que parfois, on a l'impression, voilà, que il y a, mais peut-être c'est à cause des simus qui sont encore un peu en travaux. Moi, j'avais effectivement l'impression que vous étiez compétitif, mais que peut-être vous aviez
de temps en temps des runs de simulation, un peu plus fréquemment des runs qui étaient un poil moins performants. Et je me disais, ça se trouve, enfin, tu vois, c'est pas que la forêt aléatoire est pas bonne, c'est juste ces histoires de prédiction out of range qui peuvent te bloquer, Ouais, quoi. peut-être, ça pourrait être regardé, mais si tu as out Il of peut y range, avoir tu plein ne peux d'autres pas raisons. faire ta prédiction sur l'évolution. Si tu es en spleen et que tu es. Enfin, si, remarque, tu peux prédire. Ah, si, tu peux prédire. Vu que c'est DNS, tu vas pouvoir faire de l'extrapolation. Et je pense que tu dois pouvoir faire pareil avec ton risque, avec ton Allen Johansson. Donc, ouais, bon, on regardera. On regardera. Et Hugues, tu avais commencé à discuter, désolé, on t'a coupé. Moi, c'était vraiment une discussion très clinique, de juste dire que c'était bravo Anthony, parce que j'ai compris ce que tu racontais. Donc, en tant que clinicien, ça me fait plaisir. C'est un bel effort. Enfin, j'ai compris au moins une partie. Et c'est hyper intéressant ces résultats d'un point de vue clinique pur, parce que finalement, quand ça rejoint notre interprétation clinique au lit du malade, c'est vachement agréable. Donc, moi, je pense que c'est extrêmement prometteur et je suis ravi de voir ces résultats préliminaires. Voilà. C'était essentiellement ça mon commentaire. Ouais, après, je pense qu'il y a pas mal à discuter, puisque on voit qu'ils ne vont pas forcément déjà dans le même sens, typiquement les résultats entre la VIMP et le minimal death, notamment par exemple, je vois par exemple le score de Fischer, là, notamment, qui est pas très très bien avec le VIMP, alors que en minimal death, bon, il est pas, ça va, mais donc, bon, je sais pas. Enfin, Il n'a été pris que dans 14 arbres, hein, ton Fischer. Oui, c'est vrai, c'est Donc, vrai. En fait, j'ai pas fait gaffe, ouais, donc finalement, peut-être pour ça. Donc, ouais, donc, de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à refaire sur cette appli, mais bon, je pense que c'est sympa, quoi. Et sinon, il y a Louis qui a une question aussi encore. Oui, mais je voulais juste te dire, je pense que tu vois, dans tes simulations, quand tu augmenteras drastiquement le nombre de variables explicatives, je pense que tes forêts feront largement mieux que le gold standard. Je pense que c'est à partir de ce moment-là où tu feras vraiment, vraiment mieux. C'est-à-dire quand tu vas rentrer dans le terrain de chasse gardé des forêts. Ouais, je Notre pense. problème, c'est qu'on n'a pas le gold standard. Ouais, c'est Ah ça. oui, avec le JM, voilà. Je pense que là, tu feras vraiment drastiquement mieux, quoi. Ouais, mais on ne pourra pas comparer, ça ne marche pas. C'est trop grand en dimension. Ouais, Oui, c'est vrai. il faudra qu'on voit il faut qu'on trouve ce qui est disponible, notamment solaire, Oui. pour pouvoir comparer avec d'autres approches, notamment des approches justement développées en landmark, par exemple. D'accord. Ça, c'est à Ok. faire aussi. D'accord. Ok. Et Donc, puis oui. aussi, ce que je voulais dire, c'est normal d'avoir des importances variables négatives dans des forêts qui sont non conventionnelles, non standards. Ça arrive très souvent. En fait, dès que tu commences à faire des forêts où en fait ta variable réponse, c'est pas une variable continue standard classique, en fait, d'avoir des variables négatives, des importances de variables négatives et très fortes, ça c'est normal, ça arrive souvent, ça arrive très souvent. Donc faut pas s'inquiéter du tout de ça. C'est normal, mais ça veut dire quoi d'après toi? Je sais pas du tout. Franchement, je le vois de plus en plus et je remarque en traitant les données différemment, en fait, c'est-à-dire en traitant les variables d'entrée, en changeant parfois leur nature, souvent, j'arrive à gommer cette importance négative. Donc, je sais pas du tout. Franchement, j'aurais tendance à dire que ça vient de tes variables d'entrée plutôt que de ta sortie. Il y a certainement un traitement à faire. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à gommer ces importances négatives, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans les forêts non standards, quoi. Qu'est-ce que tu appelles gommer? C'est-à-dire réduire en fait cette importance qui était négative, la mettre à zéro. Enfin, non, pardon, enfin, oui, non, pas gommer, ça, j'avais compris. Non, enfin, le fait de changer ta nature de. Par Ouais. exemple, on a un score de Fischer, qu'est-ce que tu ferais dessus pour réduire Sur un ça? score de Fischer, je ne vois pas trop. Moi, j'étais sur un problème où j'avais des images, je prenais des parcelles d'images, et en transformant ces parcelles d'images en des histogrammes d'intensité lumineuse, ça a gommé ça complètement. Ça a gommé ça. Et j'ai remarqué ça plusieurs fois sur plusieurs jeux de données différents. Donc j'ai tendance à croire d'expérience que ça vient essentiellement des variables que tu lui donnes en entrée, et donc forcément des découpages que ça va créer, et ainsi de suite. Qui, avec ton M-Try, si tu le prends un petit peu petit parfois, te mène à des découpages qui sont contre-productifs. Je pense que ça arrive assez souvent. Et donc, en transformant un petit peu parfois, à peine, hein, tu transformes un petit peu tes données en entrée, tu passes d'une importance négative à une importance à zéro. Ça arrive.
Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci encore, Anthony, pour ton séminaire. Et puis, le prochain séminaire, c'est jeudi 8 juillet par Marie-Laure Charpignon. Donc, bonne après-midi et puis à très bientôt à tous. Merci beaucoup. Merci. Salut.